Et si la boussole géopolitique de l'Afrique se trouvait à 10 000 km en Asie-Pacifique? Là-bas, la Chine avance sans bruit, avec méthode et patience. Elle construit des ports, des routes et des zones industrielles. Elle forme des ingénieurs, signe des accords discrets et façonne les normes du futur. Face à elle, l'Australie, longtemps dépendante du marché chinois, a dû réapprendre à vivre avec moins de certitude et plus d'autonomie. Cette confrontation tranquille entre Pékin et Canberra est plus qu'un affrontement régional. C'est une école de stratégie. Elle montre qu'au XXIe siècle, la puissance ne se mesure plus aux arsenaux, mais à la maîtrise des flux, à la cohérence des infrastructures et à la capacité d'écrire les règles du jeu. Avant d'aller plus loin, si ce regard sur la géopolitique vous parle, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Ce geste simple permet de faire circuler la réflexion et d'encourager une approche souveraine et lucide des rapports de force mondiaux. Ce qui se joue dans la région Asie-Pacifique est d'une grande portée. La Chine y déploie une politique d'influence fondée sur la continuité et la précision. Elle privilégie la construction physique, la maîtrise logistique et la projection intellectuelle. Pékin ne cherche pas le conflit ouvert. Elle installe les conditions d'une dépendance douce, économique et technologique, souvent invisible, mais redoutablement efficace. L'Australie, de son côté, a été contrainte d'apprendre à se rééquilibrer. Pendant des années, ses exportations de minerais, de charbon et de produits agricoles dépendaient du marché chinois. Quand Pékin a décidé d'imposer des restrictions, le choc a réveillé une conscience stratégique. Canberra a compris que la souveraineté se perd toujours par habitude et se regagne par la diversification. L'Afrique se trouve aujourd'hui dans une position comparable. Un continent riche en ressources, connecté au monde entier, mais dont la valeur ajoutée s'échappe encore trop souvent à l'extérieur. Comprendre la méthode chinoise et la réaction australienne, c'est comprendre deux chemins, celui de la construction patiente et celui de la réinvention. Dans l'Asie-Pacifique, la puissance se bâtit autour de 5 principes. Le premier est la primauté de l'économie sur la politique. La Chine construit des ports, des routes, des câbles et des data centers avant même de négocier les accords. Elle crée le flux avant d'en tirer l'influence. Le deuxième principe est celui du minilatéralisme. Plutôt que de chercher de grandes alliances fragiles, Pékin s'appuie sur de petites coalitions souples. 2 ou 3 pays autour d'un projet précis. Ce format permet d'aller vite, de garder la maîtrise et d'éviter la diplomatie du spectacle. Le troisième principe repose sur la coercition économique. Lorsqu'un pays s'éloigne, la Chine n'envoie pas de navires. Elle ferme un marché. Une interdiction sur le vin, sur le charbon ou sur l'éducation suffit à rappeler la hiérarchie des dépendances. Le quatrième principe est la diplomatie des normes. En fixant les standards technologiques et industriels, Pékin capture la valeur avant même la production. Celui qui écrit la règle fixe le prix. L'humour discret des diplomates le résume. La norme, c'est comme le chargeur de téléphone. Celui qui définit la prise vend le courant. Le cinquième principe, enfin, concerne la maîtrise des routes maritimes et numériques. Les détroits, les ports, les câbles et les satellites deviennent les artères de la puissance. La géographie n'est plus un cadre, c'est une politique. Face à cette montée en puissance, l'Australie a dû réinventer sa stratégie. La dépendance vis-à-vis d'un seul marché a révélé sa fragilité. Mais plutôt que de rompre, elle a rééquilibré. Elle a cherché de nouveaux débouchés, notamment en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. Elle a investi dans la recherche, la transition énergétique et la transformation locale de ses ressources. Cette évolution a permis de passer du statut de fournisseur à celui de partenaire. L'Australie a compris que la souveraineté économique repose sur 3 piliers. La diversification, la valeur ajoutée et la maîtrise des routes commerciales. L'Afrique peut tirer de cette expérience un enseignement essentiel. La puissance ne vient pas de la taille, mais de la capacité à structurer la dépendance. Pour appliquer cette logique, plusieurs voies s'ouvrent. La première consiste à créer des corridors productifs reliant les zones d'extraction aux ports et aux zones de transformation. Un corridor ne transporte pas seulement des marchandises. Il transporte de la valeur,
Chaque axe doit être pensé comme un écosystème complet où les industries, les universités et les investisseurs coopèrent. De tels corridors existent déjà dans plusieurs régions africaines, mais souvent de manière incomplète. Entre la Zambie et la Tanzanie, la ligne ferroviaire Tazara pourrait devenir un axe logistique majeur pour le cuivre et le cobalt, à condition d'y adosser des zones de transformation. En Afrique de l'Ouest, le corridor Abidjan-Lagos concentre près de 70% des échanges sous-régionaux, mais il manque encore de hubs industriels structurés. En Afrique australe, le corridor de Maputo, s'il était mieux connecté au Mozambique intérieur, pourrait servir de modèle d'intégration productive. Ces infrastructures doivent être pensées comme des artères économiques plutôt que de simples routes commerciales. La seconde voie concerne les ports-usines. Un grand port africain, qu'il soit à Mombasa, Abidjan, Durban ou Tanger, peut devenir un moteur industriel. Il est relié à une zone de production et à une école technique. L'exemple du port de Tanger-Med montre qu'une stratégie logistique bien planifiée peut attirer à la fois les investisseurs et les savoir-faire. De même, le développement du port de Lekki au Nigeria, combiné à la construction d'une zone pétrochimique, illustre la montée en puissance des chaînes industrielles intégrées. Ces modèles peuvent être reproduits sur les côtes atlantiques et indiennes du continent. La troisième voie touche aux normes. L'Afrique doit écrire ses propres standards dans le cacao, le cobalt, le textile ou les batteries. Les normes ne sont pas un détail bureaucratique. Elles déterminent la place d'un produit sur le marché mondial. Des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire ont commencé à harmoniser leurs normes dans le cacao pour imposer un prix plancher. De même, la RDC et la Zambie discutent de certifications africaines pour les minerais stratégiques afin d'éviter les pratiques d'extraction non responsables. Ces initiatives doivent s'étendre à l'agro-industrie, à l'énergie et au numérique. La quatrième voie est celle des alliances agiles. Quelques pays bien alignés autour d'un objectif clair peuvent produire des résultats tangibles. Une coopération entre la Zambie, la RDC et la Tanzanie sur les minerais stratégiques. Ou entre le Maroc, le Sénégal et le Niger sur les engrais a plus de poids qu'un sommet symbolique de 50 États. Ce type de coopération ciblée pourrait aussi relier l'Afrique australe à l'Afrique de l'Est autour de l'hydrogène vert, du lithium ou des terres rares. Des pôles régionaux interconnectés, au lieu d'un continent fragmenté, constitueraient une réponse directe à la logique chinoise des coalitions de projets. La cinquième voie est la souveraineté numérique. Les câbles sous-marins, les satellites, les data centers et les protocoles de cybersécurité sont des actifs stratégiques. Les contrôler, c'est protéger la pensée et la valeur. Les investissements récents dans les câbles Equiano et De Africa, qui longent la côte ouest du continent, montrent que la bataille du numérique africain se joue déjà. Créer des clouds souverains, former des ingénieurs en cybersécurité et produire des logiciels localisés est aussi crucial que construire des routes physiques. L'Afrique ne doit pas seulement être connectée, elle doit être propriétaire de ses connexions. Enfin, la diplomatie du savoir constitue la colonne vertébrale de toute stratégie durable. Former des ingénieurs, des juristes, des chercheurs et des économistes capables d'écrire les règles du futur est plus décisif que signer des accords commerciaux. L'influence se construit d'abord dans les esprits. C'est pourquoi des universités comme celles de Nairobi, Dakar ou Pretoria doivent devenir des pôles de recherche stratégiques sur les modèles économiques africains. Elles doivent être connectées aux industries locales pour transformer la connaissance en puissance. Et si cette approche fait sens, pensez à vous abonner à Géopulsar Z. Chaque semaine, une nouvelle analyse décode les stratégies mondiales et les traduit dans une perspective africaine. S'abonner, c'est choisir la connaissance avant l'opinion. Des exemples concrets existent déjà. En Afrique australe, la filière du cobalt s'oriente vers la fabrication de composants pour batteries. En Afrique de l'Ouest, le cacao entre dans une phase de transformation locale avec la création d'usines régionales. Sur la façade atlantique, l'hydrogène vert attire des investissements qui combinent port, électricité et innovation.
Dans plusieurs capitales, la souveraineté numérique progresse grâce à l'implantation de data centers régionaux. Au Kenya, l'essor des fintech et du mobile banking illustre comment la technologie peut devenir un levier d'influence régionale. En Égypte, les zones franches logistiques autour du canal de Suez renforcent la position du pays sur les flux mondiaux. Et en Afrique du Sud, les politiques de contenu local dans les énergies renouvelables montrent comment un État peut conditionner l'investissement étranger à la création de valeur interne. Chaque initiative témoigne d'une même logique. L'autonomie se gagne par la cohérence. Il ne s'agit plus de vendre des ressources brutes, mais de créer des chaînes de valeur africaines qui s'exportent sous label propre. C'est cette cohérence qui, peu à peu, transforme le continent en pôle stratégique du monde multipolaire. Certains objectent que de telles ambitions exigent des budgets considérables. Pourtant, la clé réside dans la coordination. 3 pays alignés sur un projet clair peuvent accomplir ce qu'un continent dispersé mettrait 10 ans à réaliser. D'autres craignent que les partenaires extérieurs ne laissent pas faire. Mais un marché continental organisé attire les investisseurs au lieu de les effrayer. Les puissances respectent toujours la clarté et la cohérence. Enfin, certains évoquent les rivalités internes. C'est une réalité, mais la géographie peut transformer la concurrence en interdépendance. Quand 2 pays partagent une centrale, une voie ferrée ou un pipeline, ils deviennent complices d'un même destin économique. Un plan d'action cohérent pourrait commencer par la sélection de 8 corridors stratégiques, 3 coalitions minières pilotes et 5 normes africaines destinées à l'exportation. Il pourrait inclure un fonds de garantie pour le transport, un réseau d'universités reliées à l'industrie et une charte commune affirmant le principe de coopération ouverte et de standards africains. Ces mesures simples, combinées, suffiraient à créer un effet d'entraînement. Le monde change à grande vitesse, mais l'essentiel demeure. Ceux qui maîtrisent les flux décident des règles. L'Afrique a tout pour devenir un centre de gravité dans ce nouvel ordre, à condition de transformer la dispersion en stratégie. La méthode chinoise en Asie-Pacifique n'est donc pas un modèle à copier, mais une grammaire à étudier. Elle enseigne l'art d'exister sans s'opposer, d'avancer sans bruit et de construire des dépendances positives. L'expérience australienne prouve qu'une crise peut devenir une renaissance quand la vision l'emporte sur la réaction. Entre ces 2 exemples se dessine une voie propre à l'Afrique, celle de la construction patiente, de la connaissance et de la souveraineté tranquille. La force n'est pas dans le volume, mais dans la cohérence. La souveraineté économique se construit dans les ports, les écoles, les laboratoires et les normes. Elle se nourrit de constance et de méthode. Celui qui maîtrise ses infrastructures et ses standards détient la clé de sa propre histoire. Et désormais, un nouveau front s'ouvre, celui de la coopération Sud-Sud. L'Afrique et l'Asie peuvent tisser des alliances d'égal à égal, non plus sur la base de l'aide, mais sur celle de la technologie, de la recherche et de la production. De Lagos à Jakarta, de Nairobi à Kuala Lumpur, des corridors intellectuels et économiques peuvent émerger, reliant 2 continents qui partagent une même quête d'autonomie. L'Afrique n'a pas vocation à suivre l'Asie. Elle a vocation à dialoguer avec elle en puissance souveraine. Si cette vision résonne, partagez cette vidéo avec votre entourage, vos collègues ou vos étudiants. Chaque partage aide à diffuser une réflexion souveraine et lucide. Comprendre, c'est déjà agir. Et agir ensemble, c'est commencer à transformer.